how to use the UPR as a human rights reality check. We have Mademoiselle Elodie Tranchet from Waterlex, and she'll be talking about the right to water and sanitation. And then she won't be staying long afterwards because she doesn't feel well, but she's so dedicated to the human rights cause that she's still here with us. So I want to thank Elodie for coming and look forward to your talk. Merci. Can I speak? You can do anything you want. You want to dance? Yeah, I want to dance. Okay. Alors bonjour à tous, je suis désolée pour les anglophones, mais je vais profiter pour une fois qu'on peut parler en français. Il faut un petit peu défendre la francophonie dès qu'on a une occasion. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, j'espère, vous passionne tous, extrêmement important, à savoir l'eau. Alors vous le savez peut-être, l'eau a été reconnue comme un droit de l'homme en 2010 par le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale des Nations unies. Et en fait, la question est brûlante parce que en 2015, à l'heure où je vous parle, encore aujourd'hui, ce sont plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à une source d'eau qui a été traitée, donc une source d'eau salubre. Alors je ne sais pas si vous imaginez, 1 milliard, on va dire qu'on est à peu près 7 milliards sur cette planète. Oui, ça fait une personne sur 7. Imaginez à l'échelle là de cet auditoire, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous n'avez pas accès à l'eau. C'est absolument énorme. Et pareil, les chiffres en termes d'accès à l'assainissement. Alors quand on parle d'assainissement, on parle tout simplement d'accès aux toilettes. Eh bien, ce sont, comme vous voyez avec les chiffres, ce sont 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un toilette. Et alors, ça fait rire beaucoup de monde quand on dit on a le droit aux toilettes, parce que quand on vit en Occident, on se dit c'est tellement basique, alors que c'est une cause de problèmes sans fin, ne pas avoir accès aux toilettes. Et on n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler, mais les deux droits ont été reconnus ensemble, ce qui est bien, mais il y a quand même quelques difficultés parce que les États ont une certaine tendance finalement à mettre l'accent sur les avancées pour le droit à l'eau en oubliant un peu le droit à l'assainissement, parce que parler de défécation, de toilettes, c'est pas très sexy, il y a un côté un petit peu tabou, et du coup on accuse encore un certain retard, en dépit de belles avancées avec le processus des MDGs, et avec un Sustainable Development Goal numéro 6 sur l'eau, on espère qu'on avancera encore un petit peu plus. Alors, on va vraiment examiner le contenu du droit à l'eau, ses éléments, ses critères, et voir après comment finalement on peut faire une checklist, au niveau quand votre État est en train de faire son bilan EPU, ce qu'on peut vérifier pour voir si oui ou non le droit à l'eau, à l'assainissement a été correctement mis en œuvre. Mais juste avant de définir, vous connaissez les droits de l'homme, une obligation de respecter, de protéger, de mettre en œuvre, extrêmement importante pour les États, mais également le caractère indivisible des droits de l'homme. Et moi, je prêche pour ma paroisse, mais vraiment mettre en œuvre le droit à l'eau, c'est fondamental. On sait que, par exemple, dans un continent comme l'Afrique, c'est 70% du travail d'aller chercher l'eau qui est réalisé par les petites filles. Alors, vous imaginez l'impact que peut avoir la mise en œuvre du droit à l'eau, à l'assainissement pour une petite fille. Parce que la petite fille, pendant qu'elle va chercher l'eau, elle s'est levée à 5 heures, elle a fait sa corvée d'eau, il est 11 heures, elle ne va pas à l'école. Elle ne va pas à l'école, elle n'a pas de diplôme. Elle n'a pas de diplôme, elle ne trouve pas de travail. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas d'indépendance financière. Et au final, tout simplement, on assiste au cercle de la paupérisation des femmes et le cercle vicieux de la pauvreté. Donc on se rend bien compte qu'en mettant l'accent, en mettant en œuvre le droit à l'eau et à l'assainissement, on peut vraiment améliorer le niveau de vie d'une personne, et puis partant d'un village, et puis d'une nation. Alors, pour nous diriger dans une définition du droit de l'homme à l'eau, à l'assainissement, le DHEA, ça sonne un petit peu bizarre, dit comme ça, on dirait une molécule, donc je dirais le droit à l'eau, tout simplement. On a un élément qui est fondamental, c'est l'observation générale numéro 15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Là encore, je ne vous apprends rien, mais quand on veut en connaître un petit peu plus sur un des droits de l'homme, que ce soit un droit civil et politique ou un droit économique et social et culturel, c'est pas mal d'aller voir les observations générales, c'est-à-dire finalement les interprétations qui ont été données par l'organe de traité, là en l'occurrence le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, l'observation générale numéro 15, dans son paragraphe 11, nous dit que le droit à l'eau est indispensable pour mener une vie digne. Il est une condition préalable à la réalisation des autres droits de l'homme. Et là, je vous parlais de cette indivisibilité des droits de l'homme. Clairement, vous comprenez bien que sans droit à l'eau, c'est même le droit à la vie qui derrière est potentiellement menacé. Puis,
tous les autres droits. Hein, vous savez, tous les droits sont intriqués, impliqués les uns dans les autres. C'est un petit peu comme les poupées russes. Hein. Donc le comité ensuite nous dit que l'eau devrait être considérée comme un bien social et culturel et non essentiellement comme un bien économique. Alors là, c'est quand même un élément fondamental. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous avez des questions pendant que je parle, vous n'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose qui vous interroge, si vous voulez également partager un exemple de votre pays, c'est aussi l'intérêt de ce genre d'intervention. Donc le comité nous dit que c'est un bien social et culturel et non essentiellement comme un bien économique. Et là, c'est absolument fondamental quand on connaît les déclarations de certains présidents de grosses compagnies qui n'hésitent pas à nous dire que l'eau est un produit comme les autres. Alors l'eau, ils nous disent, c'est pas un bien essentiellement économique. Parce qu'on va en parler. L'eau, c'est pas parce que c'est un droit de l'homme qu'elle doit être absolument gratuite. Il n'y a pas ça. L'eau, ça a toujours un coût. Je ne sais pas si vous imaginez le miracle que c'est, en fait, l'eau. Moi, je vis au dernier étage de mon immeuble et chaque fois, je me dis, waouh, j'ouvre mon robinet, il y a de l'eau, c'est incroyable. Donc l'eau, directement ou indirectement, par vos impôts, ça a toujours un coût. En revanche, en faire un produit comme les autres, on risque d'exclure certaines personnes, finalement, dans l'accès à l'eau. Alors, je pourrais vous citer comme ça des exemples sans fin, mais quand on voit le prix qu'on paye comme ça une bouteille, c'est complètement indécent quand on sait que certaines compagnies vont exploiter les eaux souterraines pour quasiment rien. Finalement, ils vont nous revendre le litre d'eau 1000 fois le prix d'exploitation. C'est quand même assez inquiétant. Vous en avez déjà parlé, c'est ça ? Non, ou alors il faudrait éviter. Ah, c'est Yves. Et ensuite, on nous dit le droit à l'eau doit aussi être exercé dans des conditions de durabilité afin que les générations actuelles et futures puissent en bénéficier. Ça, c'est quand même un élément fondamental également. L'eau, on le comprend bien, c'est une ressource qui n'est pas infinie et surtout qui n'est pas irremplaçable. Hein, vous comprenez bien, je peux remplacer le charbon par du pétrole. Le pétrole, je le remplace par le nucléaire. Le riz, je le remplace par du blé. Le blé, je le remplace par l'orge. Mais l'eau, vous la remplacez par rien. Et donc, partant, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut commencer à avoir une approche rationnelle de l'eau. C'est une ressource qui n'est pas infinie. Et quel serait l'intérêt d'avoir de l'eau en 2016 si en 2017, on n'en a plus ? Donc, c'est vraiment également une invitation aux États de gérer la ressource en eau en se basant également sur les droits de l'homme. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Le droit à l'eau, c'est pas seulement fournir de l'eau aux citoyens, c'est également gérer l'eau sur une longue durée pour que les citoyens tous aujourd'hui, sans discrimination, les générations présentes, mais également futures, puissent en bénéficier. Alors la vraie définition, elle arrive maintenant, et on nous dit que le droit à l'eau, finalement, c'est le droit à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette définition, on trouve les grands critères du droit à l'eau, et c'est vraiment les éléments substantiels du droit à l'eau. Donc c'est simple, approvisionnement suffisant, on nous parle d'une certaine quantité. Si je vous dis vous avez le droit à l'eau parce que tous les jours je vous amène un petit verre d'eau, vous allez vous dire vous êtes bien gentil, mais ça ne fait pas grand-chose, un petit verre d'eau. Physiquement accessible, là, c'est un élément qui est également fondamental. Le fait d'avoir un robinet à la maison, c'est un luxe que toutes les communautés ne peuvent pas avoir. En revanche, s'il faut partager un point d'eau, il est évident que ce point d'eau ne doit pas être trop loin. Si je vous dis j'ai respecté le droit à l'eau, vous voyez, tout en haut de la montagne, là-bas, vous avez un puits. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien évidemment, un coût abordable. Donc là, c'est pour bien démystifier le côté... C'est pas parce qu'on est défenseur du droit à l'eau qu'on parle d'une eau gratuite. Non, ça a un coût. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer de payer sa facture d'eau. D'une eau salubre. Donc, quand on la boit, il ne faut pas tomber malade. Mais également, on va en parler de qualité acceptable. C'est-à-dire qu'il y a tous les aspects culturels. Si je vous donne un petit exemple, si moi, demain matin, Joshua, il me ramène un verre d'eau qui est bleu, il me dit « Mais vas-y, tu peux la boire, je t'assure, elle est bien, cette eau. » Je vais lui dire « Mais non, excuse-moi, pour moi, c'est pas de l'eau. Parce que je suis habituée à avoir une eau qui est transparente. Ou alors pire, s'il me ramène de l'eau qui est verte, marron, qui sent pas bon, même si le médecin me dit « Elle est bien », je la prends pas, parce que culturellement, elle n'est pas acceptable. Et puis, bien évidemment, c'est pas seulement pour les usages personnels,
c'est que pour les usages, c'est aussi pour les usages domestiques. Parce que là encore, on va en parler, hein, la quantité minimum d'après l'OMS, c'est 50 litres par jour. Et il y a certaines personnes qui disent « c'est bon, ça va, 50 litres, faut pas exagérer quand même, 50 litres. » En fait, ça passe très très vite, 50 litres d'eau. Si je refais un petit peu le bilan de ma journée, et qui doit être à peu près similaire à la vôtre, quand je vais aux toilettes, je tire la chasse d'eau, hein, ça paraît assez urbain, c'est 10 litres d'eau qui sont partis. Quand je vais 2-3 fois aux toilettes, j'ai déjà 30 litres d'eau, voilà, sur mes 50 litres. Ensuite, je prends une douche petite, 3 à 5 minutes, hein, entre 80 et 120 litres. Je fais ma vaisselle, petite vaisselle, entre 20 et 50 litres. Je fais ma lessive, alors là, j'ai explosé le score. Donc, vous voyez que l'eau, c'est pas uniquement pour boire. On dit souvent que l'eau, c'est la vie. Oui, c'est la vie, mais l'eau, c'est également la dignité. Hein, si demain matin, vous avez de l'eau pour boire, mais que vous ne pouvez plus vous laver, vous ne pouvez plus entretenir votre maison, vous vous retrouvez dans une situation assez désagréable. Donc, on a vu avec ces définitions les grands éléments substantiels. Hein, ce qui constitue le droit à l'eau, c'est donc la disponibilité, l'accessibilité physique, l'accessibilité économique, la qualité et l'acceptabilité. Alors, pour que vous compreniez un petit peu, on va voir chacun de ces éléments, on va le définir. On va voir quels sont les grands challenges, en fait, les grands défis que posent ces critères. Et puis, je ne vais pas tout vous lire, parce qu'il y en a énormément, mais pour vous donner une petite idée, je vous ai mis des exemples de bonnes pratiques législatives, de partout à peu près dans le monde, en fait, de comment les États ont répondu à ce challenge que peut être la disponibilité, la qualité. Alors, je ne vais pas tout vous lire, parce qu'à chaque fois, il y a peut-être une dizaine de textes. Je vais en prendre un ou deux, mais je pense que vous pourrez avoir accès au PowerPoint, et du coup, pour vous, ça peut être des bons exemples. C'est bien aussi quand on s'adresse, on est une ONG, on s'adresse à son État, d'être force de proposition, de dire, ben voilà, regardez ce qu'a fait tel ou tel État. Et avant aussi de rentrer plus en détail, je souhaiterais dire qu'il faut être très clair sur le fait que le droit à l'eau, ce n'est pas un problème qu'en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Des difficultés quant à la mise en œuvre du droit à l'eau, on en trouve aussi en plein cœur de l'Europe. Il suffit de regarder ce qui se passe maintenant aux États-Unis, en Californie. Donc, pas d'approche discriminatoire en disant c'est un problème de pays du Sud, nous, ça ne nous regarde pas. Non, il y a des violations du droit à l'eau et à l'assainissement. Tous les jours, la France est condamnée de manière assez régulière par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce fondement-là, et bien évidemment, on va en parler. Alors, le premier critère, c'est la disponibilité de l'eau et de l'assainissement. Et tout simplement, la disponibilité, ça implique qu'ils existent en fait, les infrastructures existent. Donc, il faut que les infrastructures existent et qu'elles remplissent les besoins des personnes. Alors ça, c'est important, notamment quand on pense aux aspects de discrimination. Et on va en reparler plus en avant, et des personnes handicapées. Alors, au niveau des grands challenges qu'on a, et les grands défis qui sont liés à la disponibilité de l'eau, le gros problème qu'on trouve notamment en Europe, c'est les interruptions, les coupures d'eau. Vous n'avez plus d'argent, vous ne payez plus votre facture d'eau, on vous coupe votre eau. Oui, c'est bien beau, mais que se passe-t-il? Et pour la petite histoire, récemment, le Conseil constitutionnel français a déterminé que c'était illégal de couper l'eau. Donc après, chaque État est libre de mettre en œuvre le droit à l'eau et à l'assainissement comme il veut. On pourrait partir du principe que voilà, c'est 50 litres gratuits, vous avez 50 litres journaliers, puis après ça coupe. Mais il faut trouver une solution. Vous ne pouvez pas tout simplement, du jour au lendemain, comme ça, couper l'eau aux gens. Il y a des cas absolument hallucinants. Comme je vous disais, pas besoin d'aller en Tanzanie, en Portugal, en Espagne, de coupure d'eau, sans prendre un minimum de délicatesse, de voir ce qui se passe chez les gens. Alors, un grand problème également, c'est le manque de sécurité autour des droits fonciers. Alors, lorsque vous êtes locataire ou sous-locataire et qu'on vous dit « Ah non, pour avoir une infrastructure, il faut que vous ayez un bail à votre nom ». Alors, vous faites quoi quand c'est le cas? Et là, on va parler tout à l'heure de discrimination, c'est toutes les discriminations qui sont cachées. Alors, dans un État, en surface, tout va bien, tout est parfait. Sauf que quand vous creusez un petit peu, vous trouvez comme ça des petites situations. Alors là, je parle du cas du locataire, mais alors qu'en est-il si demain matin, vous habitez dans un bidonville? A priori, il y a peu de chances, quand on parle d'une compagnie privée, d'un concessionnaire, qui mette en place des infrastructures jusqu'au bidonville. On parlera de ces questions-là. Un grand problème aussi lié à la disponibilité, c'est l'absence de hiérarchisation des utilisations de l'eau.
Le grand problème de l'eau, on l'a dit, c'est que c'est une ressource qui n'est pas infinie et on la partage tous. Le problème, c'est quand on sait que, par exemple, partout dans le monde, 70% de l'eau est utilisée pour l'agriculture, après 20% pour l'industrie, et il reste seulement 5% finalement pour les besoins humains. Vous vous rendez bien compte que c'est problématique. Notamment, c'est problématique si demain matin, on a un État comme le Bangladesh qui décide, bon allez, on va un petit peu produire davantage de t-shirts. On produit davantage de t-shirts, ça veut dire plus de coton. On produit plus de coton, ça veut dire plus d'eau. Et bien évidemment, ce n'est pas sur l'agriculture qu'on va retirer ce pourcentage d'eau, c'est sur les besoins humains. Donc on a des solutions qui sont pensées, par exemple, l'Équateur, c'est un État qui a prévu dans sa constitution que l'eau, en fait, sera attribuée d'abord pour les besoins personnels et domestiques, ensuite, s'il en reste, pour les besoins agricoles, ensuite, s'il en reste, pour les besoins industriels. Ce qui paraît quand même assez normal. Après, la plupart des États ont ce genre de mesures. Je prends l'État que je connais le mieux, le mien, la France. Voilà, il y a une sécheresse cet été. Le préfet va dire, écoutez, non, vous arrêtez de laver vos voitures avec de l'eau potable, on va peut-être arrêter. Non, vous arrêtez de remplir vos piscines. Vous voyez, il y a quand même moyen de gérer la ressource en eau. Bien évidemment, un autre problème, c'est quand même l'absence de points d'eau et d'assainissement dans les lieux publics. Voilà, une administration, une école, mais un problème qui revient de manière assez récurrente, et notamment en Europe et en Europe de l'Est, c'est les populations auxquelles on ne pense jamais, donc les populations carcérales. Voilà. Il y a certains pays d'Europe de l'Est, je ne voudrais pas être en prison, notamment pour les questions d'eau et d'assainissement. Vous n'avez pas accès à l'eau, et je ne vous parle même pas d'une latrine partagée. Je vous passe les détails. Quand on parle d'eau et d'assainissement, on parle des éléments plus basiques de la vie. Mais puis, ça pourrait être aussi dans certains pays des endroits auxquels on ne pense pas, les hôpitaux psychiatriques, par exemple. C'est des populations sur lesquelles il y a clairement des discriminations, parce que, regardons les choses en face, on s'en fiche, c'est pas le citoyen lambda. Alors, un exemple, je vais peut-être vous mettre plutôt celui-là. Un exemple à suivre, l'Indonésie. Alors pas dans une loi, mais dans un règlement. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de droit, les lois, les règlements, les décrets, etc. Tout ne peut pas toujours être dans une loi. Donc après, il appartient au règlement de venir un petit peu préciser. Donc là, on a un règlement qui nous dit que, en termes de besoins de base en eau potable, on prévoit 10 mètres cubes d'eau par membre d'une famille et par mois, ou 60 litres par personne et par jour, voire un volume haute qui aurait été stipulé par le ministre chargé des ressources. Donc c'est quand même pas mal qu'on ait des dispositions législatives qui prévoient en fait un minimum, 60 litres. Et c'est extrêmement important quand on sait que non seulement l'État a l'obligation de respecter le droit à l'eau, c'est-à-dire qu'il ne doit pas interférer. Donc ça, c'est le cas où c'est l'État qui assure lui-même le service public de l'eau, mais on sait que l'État a également l'obligation de protéger le droit à l'eau. Alors qu'en est-il quand demain, comme c'est le cas en Indonésie, parce que vous savez, le cas de l'Indonésie, c'est extrêmement complexe, c'est 2000 petites îles. Donc vous imaginez, si l'État doit assurer le service public de l'eau, c'est un peu compliqué. Donc on privatise. Privatiser, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème du côté des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont totalement neutres sur ces approches-là. Par contre, on veut être sûr que l'État protège le droit à l'eau, notamment de mauvais comportements de tiers, en l'occurrence de ces compagnies-là. Donc si on a une loi qui est bien précise, qui dit, vous, monsieur, je ne vais pas citer de nom, mais concessionnaire français, tiens, au hasard, parce que c'est souvent quand même des concessionnaires français, vous devez, dans tous les cas, quand même, assurer 60 litres. Après, chaque État est libre d'assurer, en fait, comme il veut, de le mettre en œuvre. Il peut mettre en place un contrat avec Veolia ou Suez, ou peu importe, en disant, voilà, nous, on va subventionner. Faut regarder les choses en face aussi. Une entreprise privée, c'est pas des mécènes, c'est pas des philanthropes, ça se saurait, ils sont là pour faire de l'argent, point. Mais il appartient à l'État de veiller au grain et de trouver des solutions pour qu'au minimum, on respecte, là, comme dans le cas de l'Indonésie, que toutes les familles ont un minimum de 60 litres par personne et par jour. Et vous l'avez vu, 60 litres par personne et par jour, c'est déjà pas énorme. Alors l'autre critère, c'est bien évidemment également celui de l'accessibilité physique de l'eau et de l'assainissement. Et il y a cette idée que les infrastructures, qu'elles ce soit d'eau ou d'assainissement, on doit y avoir accès facilement. Il y a aussi la problématique de la sécurité.
Et là, il faut penser aux cas de discrimination cachée, notamment les cas de discrimination cachée envers les femmes. Encore une fois, dans la plupart des pays où il n'y a pas d'eau de robinet, hein, ce sont les femmes qui sont en charge d'aller chercher l'eau. Quand vous devez traverser un chemin qui a été miné, par exemple, ou un chemin qui n'est pas éclairé, si vous prenez le cas de l'Inde, voilà, l'Inde, pour des questions d'indisponibilité des infrastructures, on a des femmes qui se font agresser sexuellement quotidiennement, tous les jours, hein, parce que pour aller avoir accès aux toilettes, il faut marcher loin, il faut aller très loin, et de ce fait, vous êtes mise en danger. Mais il faut également penser aux personnes qui ont moins de force que les autres, donc les enfants, les handicapés, les personnes âgées. Hein, vous mettez une pompe à eau dans le village, c'est très bien. S'il faut avoir 200 kg de muscles pour bouger la pompe, ça ne va pas. Vous créez forcément une discrimination. Donc pour la petite histoire, d'après les Nations Unies, le point d'eau le plus proche ne devrait pas être plus loin de 1000 mètres. 1 kilomètre, c'est déjà quand même pas mal quand on sait qu'en moyenne, l'OMS dit que c'est entre 50 et 70 litres d'eau par jour pour être en bonne santé, hein, pas plus. Hein. Bah, imaginez quand vous devez déjà vous porter vos 50 ou 70 litres d'eau, que vous devez faire votre kilomètre aller, votre kilomètre retour. Et qu'en plus, quand vous êtes arrivé là-bas, vous n'étiez pas la seule à attendre votre eau. En fait. Vous faites peut-être déjà la queue encore pendant 1 heure, hein, puisque vous n'êtes pas toute seule. Donc c'est bien hein, déjà d'avoir ces standards des 1 kilomètre, mais pourquoi pas inciter nos États à aller vers des normes nationales qui sont beaucoup plus progressistes. Hein. Finalement, quand on parle de droit international des droits de l'homme, c'est bien, tout ça c'est des standards internationaux, mais après ça n'a de vie que mis en œuvre au plan national. Et chaque État est libre hein, d'aller plus loin que ce qui est prévu par les textes internationaux. Alors au niveau des grands défis liés à l'accessibilité, bien évidemment les personnes handicapées, hein, dans certains pays, c'est extrêmement compliqué, ouais, c'est devenu une déformation professionnelle. Chaque fois que je vais dans un pays, je regarde s'il y a des toilettes. Alors des fois on me dit oui il y a des toilettes, mais je leur dis attention puisque là moi si je vais dans cette toilette je ressors, j'ai Ebola, donc des fois il faut aussi regarder la qualité, on va en reparler, mais c'est vrai que je vois rarement des toilettes qui permettent l'accès aux handicapés. Et c'est pareil pour l'eau, hein, si vous avez une pompe à eau et que vous êtes en fauteuil roulant, donc vous êtes comme ça et qu'il faut avoir accès à l'eau à plus de 2 mètres, comment est-ce que vous faites Et puis le grand problème de l'accessibilité, c'est bien évidemment les groupes qui sont marginalisés. Il y a un lien très fort entre paupérisation et accès à l'eau. Et les groupes les plus pauvres, hein, les populations les plus pauvres, ont souvent de grandes difficultés d'avoir accès à l'eau pour les questions dont on a parlé avant. Ben voilà, vous vivez dans un bidonville. L'État a privatisé l'eau, pourquoi pas, hein, mais du coup, vous avez une compagnie qui dit bah non, moi je ne vais pas desservir en infrastructure ce bidonville, je sais que personne va payer. Donc il y a un gros travail à faire sur ces questions-là. Je ne sais pas si le rapporteur spécial, parce qu'il y a un rapporteur spécial hein, sur l'eau et l'assainissement, s'est rapproché, les nouveaux se sont rapprochés du rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté, mais il y a beaucoup à faire dans ce domaine également. Et puis l'accessibilité des infrastructures dans les lieux de travail, ça c'est également un point crucial, qui est également pensé hein, dans le cadre des conventions de l'Organisation internationale du travail. C'est un des premiers textes qui parle hein, vraiment d'accès à l'eau. Parce que pour la petite histoire, le droit à l'eau, vous le trouvez en tant que tel nulle part. Hein. Vous pouvez ouvrir la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous pouvez ouvrir les 2 pactes de 66, vous ne trouverez rien. C'est grâce, comme je vous disais, à cette interprétation du comité, cette observation numéro 15, qu'on a fait avancer les choses, et puis après une reconnaissance hein, par tous les États dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil des droits de l'homme. Alors, quelques exemples à suivre. Ben voilà, l'Afrique du Sud. Donc, encore une fois, un règlement. Comme je vous disais, c'est peut-être pas la peine d'avoir une loi qu'on charge de trop, finalement. C'est peut-être bien dans la loi d'avoir les grands éléments, de dire, voilà, le droit à l'eau implique une certaine quantité, une certaine accessibilité physique, une accessibilité économique, et ensuite d'avoir un règlement qui vient préciser pour éviter un petit peu le problème de difficulté de lecture de la loi. Hein. Je ne sais pas... si c'est un problème que vous rencontrez dans vos pays, mais parfois, le droit français, je dis, j'ai fait 10 ans de droit et j'ai encore du mal à m'y retrouver face à la prolifération des textes, c'est extrêmement complexe. Donc voilà, dans le cadre de l'Afrique du Sud,
eh bien, c'est prévu réglementairement l'accès à l'eau dans un rayon de 200 mètres du domicile. On vous rendez bien compte que ça peut marcher que si on a un État qui a une grosse volonté politique de mettre en œuvre le droit à l'eau, à l'assainissement, parce que dans les 200 mètres, vous prenez une ville comme Johannesburg, vous imaginez la multiplication des points d'eau qu'il faut mettre en œuvre. Donc c'est le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, post-apartheid, a été un des États les plus vertueux en termes de mise en œuvre du droit à l'eau et à l'assainissement. Je crois que ce matin, vous avez entendu parler du rôle des INDH. Il faut vraiment saluer le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme d'Afrique du Sud, qui a fait un travail absolument dément sur ces questions-là. Et le juge sud-africain, qui est également progressiste également. Donc, si vous aviez envie de lire une bonne loi nationale sur l'eau, vous ne savez pas quoi faire ce soir, c'est vrai. Vous ouvrez Internet, et c'est vraiment un très très bon exemple, c'est très très bien pensé. Alors l'autre critère, bien évidemment, c'est l'accessibilité économique de l'eau et de l'assainissement. Et pour la petite histoire, si au point de vue international, on s'est intéressé à la reconnaissance du droit à l'eau, c'est grâce, je ne vais pas dire à cause, c'est grâce à la Bolivie. Parce que vous le savez peut-être, il me semble qu'il y a un film qui est sorti il y a quelques années sur le sujet. En 2000, la Bolivie a connu de grandes crises sociales à cause de l'eau à Cochabamba. Donc c'est, il me semble, la 3e ville de Bolivie. Et ce qui s'est passé, tout simplement, l'État privatise les services d'eau. Encore une fois, on ne se méprend pas, il n'y a pas de problème du point de vue des droits humains, c'est neutre, pourquoi pas. Mais sauf qu'on avait des compagnies qui ont produit... Ah oui, alors là, de l'eau, il y avait de l'eau. De qualité, il y avait de l'eau, mais pas de souci. Mais à un coût tel, finalement, que quand vous aviez payé votre facture d'eau, vous n'aviez plus d'argent pour payer votre facture d'électricité, pour payer l'éducation des enfants, pour payer la santé des enfants, pour payer les loisirs des enfants. Donc avoir accès à l'eau, mais du coup être privé d'accès à tous les autres services, accès à tous les autres loisirs, c'est un petit peu problématique. Donc c'est ça la définition. Le droit à l'eau, et je veux vraiment me répéter sur ce point-là, n'implique absolument pas une gratuité de l'eau. D'ailleurs, quand on parle avec des États, ils se détendent un petit peu quand on leur dit ça. Non, ce n'est pas le cas. Par contre, on doit être sûr que tout le monde peut payer sa facture d'eau. Alors après, encore une fois, chaque État est libre de voir comment est-ce qu'il veut faire les choses. Est-ce que, si notamment il a privatisé, est-ce qu'il subventionne directement les citoyens? Est-ce qu'il subventionne plutôt l'entreprise qui ensuite ne cherche pas les citoyens qui ont des difficultés à payer? Peu importe. Après, il appartient aux États de trouver les systèmes. Mais en tout cas, il faut trouver un système. Donc, dans les grands défis, il y a l'accessibilité économique. Bon, comment garantir l'équité, parce que vous connaissez la différence entre l'égalité et l'équité. Si je vous dis que vous payez votre mètre cube d'eau 5 francs, que c'est pareil pour tout le monde, il y a peut-être certaines personnes pour qui ça se passe très bien, et 5 francs le mètre cube d'eau, ça ne pose pas de problème. Pour d'autres personnes, 5 francs le mètre cube d'eau, c'est beaucoup trop. L'équité, c'est justement venir parer à ces inégalités de facto, en fait. Donc, être sûr que tout le monde paye son eau à un prix raisonnable. Et là, on peut penser à des éléments, on peut penser à des différenciations de tarifs également. D'un point de vue personnel, je ne comprends pas pourquoi dans certains États, le prix au mètre cube d'eau va être le même pour les hôteliers que pour le citoyen lambda. Ou même tout simplement le cas du cafetier. Le cafetier, il vous sert le petit verre d'eau comme ça, parce qu'il a besoin d'eau, et il va vous faire payer votre café, on est en Suisse, à 3 ou 4 francs, et il a payé son mètre cube d'eau au même prix. Bon, là, je parle d'exemples courants, mais il peut y avoir certains États aussi où l'industrie n'a pas de tarif spécifique sur l'eau, alors que le profit qui est tiré de l'exploitation de l'eau est quand même énorme. Et puis, on a parlé tout à l'heure de la question des coupures d'eau. Voilà, mettre en place des garanties procédurales. C'est-à-dire être sûr qu'on ne vous coupe pas l'eau du jour au lendemain. On discute avec vous. Vous pouvez appeler, je ne sais pas, chaque État est libre de faire ce qu'il veut, mais il y a un numéro vert. Voilà, j'ai un problème d'eau, je ne peux pas payer ma facture d'eau. Donc là, il appartient ensuite à l'État de mettre en place un service. Envoyez-nous la preuve que vous ne pouvez pas payer votre facture d'eau, et on réfléchit à un système.
Regardons par exemple celui-là. Alors, au Nicaragua, qu'est-ce qu'on nous dit? La loi générale sur les services. On va aller un petit peu en Amérique centrale pour changer. Donc, l'État mettra en place un système rationnel de subventions concernant la consommation d'eau et l'utilisation de services d'assainissement pour les personnes pauvres qui ne consomment pas plus que le volume de base. Le financement de cette subvention sera établi dans le cadre de la loi budgétaire annuelle. Donc, vous voyez, c'est assez bien pensé. Hein, on parle de subventions. Bon, alors, personne pauvre, après, j'imagine qu'il y a un règlement derrière pour venir déterminer qu'est-ce que c'est qu'une personne pauvre. Et avec cette idée qu'il y a quand même un volume de base. Hein, le problème de l'eau, c'est que ça a un coût et que si vous vous mettez à mettre l'eau gratuite pour tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? On va la surexploiter, sans aucune critique pour certains pays du Golfe, quand même. Faisons pousser une roseraie au milieu du désert. Une chose complètement absurde, tout ça parce que l'eau, dans certains pays, est gratuite. Tous les services publics sont gratuits, bon, c'est très bien, mais peut-être avec certaines limites. Donc c'est très bien d'avoir cette idée, mais il y a un volume de base. Et puis après, si vous surconsommez, il en revient à votre responsabilité individuelle. Hein. Les droits de l'homme, c'est pas faire un trait sur la responsabilité individuelle des États, des personnes. C'est pas du tout ça. Alors bien évidemment, le droit à l'eau, c'est avoir une eau d'une certaine qualité. Alors il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Il y a l'OMS qui a mis en place des grands standards. Donc vous pouvez avoir accès à ce document. Personnellement, j'y comprends rien. Donc je vais tout simplement vous dire que tout simplement quand vous buvez de l'eau, vous ne devez pas tomber malade. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est 3 personnes sur 5 dans le monde, 3 personnes sur 5 qui ont accès à une eau qui n'a pas été traitée, donc qui est pleine de petits vers, de virus, de bactéries. Puis alors après, vous avez diphtérie, diarrhée et autres réjouissances dont on ne veut même pas connaître le nom. Et quand on parlait tout à l'heure de l'individualité des droits de l'homme, pour la petite histoire, ce sont tous les ans des millions et des millions de journées d'école qui sont manquées partout autour du monde. Parce qu'on a des enfants qui ont bu de l'eau insalubre, du coup ils ne vont pas à l'école. Donc vous n'assurez pas le droit à l'eau, vous avez un impact sur le droit à l'éducation, vous comprenez bien l'impact que ça peut avoir sur le développement d'un État. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire « oui, mais mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels, c'est cher ». Oui, mais ne pas les mettre en œuvre, la facture à long terme, c'est encore plus cher. Alors, parmi les grands défis, bien évidemment, hein, c'est la pollution. Et alors là, je vous disais, l'eau, ce n'est pas le problème réservé de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Tous les pays sont concernés. Voilà, je reparle encore du cas que je connais mieux, la France. Voilà, on a des gros problèmes de pollution dû à l'agriculture. Hein, des épandages qui ont lieu n'importe quand, n'importe comment, il pleut, et vous avez toutes ces réjouissances qui partent comme ça dans les nappes phréatiques, et ensuite vous avez une eau qui clairement est insalubre. Et puis, ce qui est extrêmement important aussi, c'est maintenir à jour l'existence des standards de qualité, parce que vous ne pouvez pas dire une bonne fois pour toutes, voilà, la qualité de l'eau, c'est ça. Non, il faut savoir, il faut mesurer. Et c'est vrai que je comprends bien que c'est complexe, mettre en œuvre le droit à l'eau et à l'assainissement. Alors, quelques exemples à suivre. On va prendre un plus court. Qu'est-ce qu'il nous dit en Allemagne? Les consommateurs concernés doivent être informés de manière adéquate et recevoir des recommandations sur les autres mesures possibles qu'ils peuvent entreprendre eux-mêmes ou sur les restrictions nécessaires concernant leur utilisation de l'eau potable. Donc voilà, l'élément de base, c'est quand même, là, je me souviens de cette loi, dans le cadre d'une pollution, l'État, ou en tout cas la compagnie qui gère l'eau, a l'obligation d'informer les citoyens. L'eau que vous allez boire est potentiellement polluée, vous avez tel et tel recours si c'est le cas. Alors après, ça vous connaissez les problématiques d'accès à l'information, ça implique également un certain comportement proactif de l'État et également aussi une forme de vulgarisation. Je vous l'ai dit, moi si je regarde le petit document là dont je vous parle, je ne comprends rien et même ça me fait peur. Alors, des fois, je dis, oh là là, il y a tout ça dans mon eau, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. Donc, une certaine proactivité des États, mais aussi une forme de vulgarisation, que vous puissiez comprendre. L'histoire de ne pas avoir besoin d'avoir fait un bac plus 12 en physique, chimie, pour comprendre la qualité de votre eau.
Et un autre élément, enfin, c'est l'acceptabilité de l'eau et de l'assainissement. Et sur ces éléments-là, en fait, l'idée, c'est que les installations d'eau et d'assainissement doivent correspondre aux normes sociales et culturelles des utilisateurs. Donc c'est très important parce que si vous ne prenez pas en compte les aspects sociaux, vous aurez des infrastructures qui seront merveilleuses, mais au final, les utilisateurs, les consommateurs, les utiliseront pas. Et je vous parlais de l'Afrique du Sud, il y a un cas assez connu, c'est dommage, j'ai pas pris, d'habitude j'ai cette photo, presque toujours sur moi, où on voit une dame en Afrique du Sud avec un toilette comme ça, en plein air, et puis elle fait sa lessive en fait dans ce toilette. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a certaines communes qui se sont dit, bon, bah, on va mettre en œuvre le droit à l'assainissement, donc on va construire des toilettes. Et alors ils ont fait les choses très bien, ils ont construit plein de toilettes comme ça. Donc, vous avez une rangée de toilettes comme ça, peut-être 20, 25 toilettes, pas mal. Pas mal dans un bidonville, pas mal. Sauf qu'il n'y a pas de mur. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, des toilettes sans mur, j'y vais pas. À moins, peut-être, je sais pas, peut-être que les Japonais, ça la dérangerait pas, mais dans la plupart des cultures, ça marcherait pas. Et je vous disais tout à l'heure l'exemple de si je vous sers un verre d'eau marron et je vous dis, allez-y, c'est bon, vous pouvez le boire. Il y a un exemple assez connu au Mali, d'où l'importance, on va en parler après, de la participation du public. On a une ONG, très probablement des pays du Nord, qui arrive et qui dit « Oh là là, mais c'est horrible, ces gens-là, dans leur village, ils boivent de l'eau et cette eau, elle est marron et elle pue. Faisons quelque chose !» Très bien, j'exagère un petit peu, mais 6 mois plus tard, on a changé les infrastructures, miracle, les gens ouvrent le robinet, oh là là, de l'eau transparente qui sent le chlore, en plus magnifique, on s'en va. Sauf que les gens dans le village, ils l'ont jamais bu. Parce que de l'eau transparente, quand vous en avez jamais vu, ça vous paraît aussi bizarre que pour vous et moi de voir de l'eau marron qui pue. Donc l'acceptabilité est un élément fondamental pour l'eau, mais globalement pour tous les droits de l'homme. Essayer d'imposer des choses sans en discuter au préalable, ça marche pas. On a comme ça des exemples, je crois que c'est dans les îles Tuvalu. Alors là, gros problème d'eau, on dit on va vous installer des toilettes sèches. Bon, bah, ça marche pas. On met un cycle de consultation, de participation, on explique, ben, vous repassez 2 ans plus tard, tout le monde utilise les toilettes sèches. Donc c'est très important de prendre en considération la participation. Donc bien évidemment, parmi les grands défis, je vous le disais, c'est la participation des utilisateurs. Si vous faites les choses sans demander leur avis aux gens, ça ne marchera pas. Ça, c'est à peu près évident. Et puis, c'est le point le plus fondamental, c'est quand même la discrimination à l'égard des femmes et des petites filles. Parce que si on reprend le même exemple, interdépendance, droit à l'eau et droit à l'éducation, dans beaucoup d'écoles, eh bien, il n'y a pas de sanitaire pour les petites filles. Ce qui va se passer, c'est que dans la plupart des pays, culturellement, c'est inacceptable qu'une petite fille partage des toilettes, un lieu hautement intime, on le comprend, avec les petits garçons. Ce qui va se passer donc, c'est qu'on a les parents qui vont privilégier d'envoyer les petits garçons à l'école, parce qu'ils auraient pu dire « Ah bon, on partage les toilettes, bon, on va laisser les petits garçons au champ, puis on va mettre les filles à l'école. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, notamment, encore une fois, si je prends l'exemple de l'Inde, c'est pour ces raisons-là qu'il y a beaucoup de petites filles qui ne vont pas à l'école. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a un cas de l'Inde. Ah ben non, il n'y a pas. Bon. Alors, un exemple de bonnes pratiques. Alors là, c'est le cas d'une politique publique. En Namibie, les textes nous disent donc les communautés devraient avoir le droit, en tenant compte des besoins environnementaux, des ressources et des informations disponibles, de déterminer les solutions relatives à l'eau et à l'assainissement, ainsi que les niveaux de services acceptables à leurs yeux, dans les limites des directives nationales. Vous voyez, là, on a un résumé de tout ce qu'on a dit avant. Donc, voilà en ce qui concerne les éléments vraiment substantifs du droit à l'eau. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des interventions, des questions, avant qu'on bascule sur les éléments procéduraux.